Monsieur le Président, merci de nous accueillir à notre Europe. Nous sommes ici pour évoquer le parcours de Tommaso Padoa-Schioppa que vous avez bien connu. Et je voudrais commencer par vous demander de nous rappeler les circonstances dans lesquelles est intervenue votre première rencontre. Cela remonte à 1979. J'avais été élu député au Parlement européen et ensuite élu président de la Commission économique et monétaire, à l'époque où Tommaso Padoa-Schioppa était directeur général des affaires économiques et financières à la Commission. Par conséquent, dès le début, il s'est enquis de ce qui allait se passer à ce Parlement, le premier élu au suffrage universel, et il se trouvait que l'ambiance générale de la Commission Jenkins était très attentive aux travaux du Parlement, qu'il s'agisse d'Avignon, d'Ortoli, de Nathalie et du président Jenkins lui-même. Et par conséquent, j'ai débuté dans de très bonnes conditions, parrainé en quelque sorte par la Commission, pas seulement moi, mais d'autres députés aussi. Et j'ai pu apprécier à cette occasion l'immense culture et l'engagement profond de Tommaso Padoa-Schioppa, sa disponibilité aussi. Donc nous avions des réunions régulières. Il suivait les travaux de la Commission économique et monétaire. Et même si j'avais travaillé à la Banque de France, c'était pour moi un nouvel apprentissage que de me plonger dans les travaux de l'époque. Il faut dire que cette Commission économique et monétaire consacrait beaucoup de temps au marché intérieur, puisque c'était quand même le plat de résistance à l'époque. Donc nous avons eu des conversations régulières, puis ensuite j'ai été nommé ministre de l'économie et des finances. La période était difficile, et là encore j'ai bénéficié des soins attentifs de la Commission, notamment de François-Xavier Ortoli et de Tommaso Padoa-Schioppa, pour aboutir au tournant, comme on l'a appelé, de 1983, où j'étais parfois un peu seul, et ces concours-là étaient pour moi absolument précieux. Et par conséquent, nous avons continué à avoir des relations amicales, et lorsque j'ai été nommé président de la Commission, nous nous sommes vus à l'été 84, avant que je prenne mes fonctions, avec lui pour parler de l'avenir. Et donc, il était devenu un ami et pour moi une référence parce que Tommaso Padoa-Schioppa était non seulement un disciple de Spinelli, combinant fédéralisme engagé et pragmatisme, mais d'autre part, il était un philosophe de la démocratie, comme l'est montré notamment ses réflexions sur Démos et Kratos. Donc c'était très enrichissant pour moi. Et donc j'ai continué à faire appel à lui, alors qu'il n'était plus directeur général à la Commission, mais directeur général à la Banque d'Italie. Quand j'ai proposé la relance de l'économie européenne par l'objectif 92, la réalisation d'un grand marché, j'ai pensé à lui pour m'aider, et c'est ainsi que je lui ai confié la direction d'un groupe de travail qui allait sortir un rapport efficacité, stabilité, équité, qui a beaucoup compté pour nous, pour essayer de donner une substance théorique, un suivi de la pensée économique et pas simplement l'opportunisme ou la stratégie politique. Et ce rapport a donc exercé une influence à l'époque et nous a permis de progresser. C'est déjà dans ce rapport-là, si mes souvenirs sont bons, que l'on trouve une réflexion essentielle sur le danger qu'il pourrait y avoir à, disons, organiser la libre circulation des capitaux dans un système de fixation des parités monétaires, mais sans convergence des politiques macroéconomiques, ce qui est un problème auquel nous sommes toujours confrontés d'une certaine façon. Voilà, il y avait deux éléments de base dans ce rapport. D'une part, une réflexion sur ce qu'est un marché unique et dans quelles conditions il peut bien fonctionner.
Et dans ces conditions, il y a quand même une convergence des politiques macroéconomiques et il y a la réflexion sur le facteur de redistribution. Redistribution par les forces de marché, mais aussi redistribution par l'autorité de monitoring. Et donc, quand il parlait de redistribution, il pensait au budget européen. Ça, c'est ça, je crois, le premier élément qui nous a été très utile pour concevoir le pilier de la cohésion économique et sociale et le faire accepter. Mais tout ça avait un fondement théorique. Et d'autre part, il avait déjà en tête dans ce rapport qu'un grand marché pourrait fonctionner mieux avec une monnaie unique. Et c'est ainsi que, grâce à cela, j'ai pu mettre un peu de petits cailloux blancs, comme le petit poucet, dans le traité de l'acte unique, où il est question de la monnaie, ce qui n'a pas été facile, puisque le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, y était opposé, et M. Kohl, le chancelier allemand, se demandait si on ne mettait pas la charrue avant les bœufs. Mais toujours est-il que je tenais beaucoup, compte tenu des succès du système monétaire européen, à inscrire cette capacité monétaire. Tout cela est inspiré par les travaux théoriques de ce groupe dirigé par Padoa-Schioppa. Quelques années plus tard, vous allez à nouveau faire appel à lui dans le cadre de ce qu'on va appeler le comité de l'or, c'est-à-dire le comité que le Conseil européen a chargé de réfléchir, dira-t-on pudiquement, à la coopération monétaire dans le cadre européen. Alors, pouvez-vous nous dire quelles ont été les considérations qui vous ont poussé à nouveau à faire appel à lui? C'est parce que la création de ce comité était dans le droit fil de nos travaux en commun. Lui-même s'était projeté dans cet horizon nouveau qu'était la monnaie unique. Et puis, la création de ce comité sentait la poudre, puisque même au Conseil de Hanovre, lorsqu'il a été décidé, Mme Thatcher a dit « si ce n'est qu'un comité d'études, allons-y », mais il y avait de fortes réticences en Allemagne, notamment de la part de la Bundesbank. Et par conséquent, comme le président de la Bundesbank était au comité, il fallait trouver les bases d'un compromis de travail. Et donc, moi, j'avais proposé Tommaso Padoa-Schioppa, mais j'ai compris que si on y ajoutait un Allemand qui avait la confiance de Pöhl, le président de la Banque centrale, ça irait mieux. Donc, il y avait un couple de 2 rapporteurs, ce qui fut bien utile, car par moments, la discussion fut assez tempétueuse. J'imagine que dans ce contexte, sa fonction de banquier central devait peser d'un certain poids, le fait qu'il ait justement une expérience quotidienne de ce milieu. Oui, il y avait un grand problème de présidence de ce groupe. Il fallait d'abord laisser s'exprimer les opinions des gouverneurs, plus 3 personnalités qualifiées. C'est moi qui avais insisté auprès des chefs de gouvernement, et notamment de M. Kohl, puisqu'il présidait à ce moment-là la Communauté européenne. J'avais insisté pour que ce soit les gouverneurs de banque centrale et non les ministres des Finances. J'avais une bonne expérience des deux, puisque j'allais à Bâle chaque mois à la rencontre de la Banque des règlements internationaux, je voyais tous les gouverneurs. Et donc, le fait d'avoir les gouverneurs a donné à notre discussion un aspect beaucoup plus technique, mais en même temps, il y avait des opinions différentes. Il y avait ceux qui étaient pour simple monnaie commune ou la création d'un fonds monétaire européen, ce qui, notamment la Rosière au début, ce qui était quand même utile. Et puis, il y avait de l'autre côté le Danois et l'Allemand qui multipliaient les objections. Donc, il a fallu du temps. Et là, la diplomatie aimable de Padoa-Schioppa a joué son rôle, mais il faut dire que Günther Baer a joué aussi son rôle, et que par conséquent, nous sommes arrivés à un rapport unanime. Et l'ambiance était tellement changée qu'ils ont demandé à boire le champagne à cette occasion. Mais le démarrage avait été très difficile et
on ne soulignera jamais assez combien à la fois les compétences théoriques de Tommaso Padoa-Schioppa, mais aussi son sens du dialogue, ont joué un rôle important. Alors, je passe à la phase qui va suivre immédiatement, qui est celle des préparatifs de l'Union économique et monétaire, et notamment la négociation du traité de Maastricht. C'est une phase dans laquelle Tommaso Padoa-Schioppa est intimement impliqué à nouveau dans l'équipe italienne, au sein de laquelle notamment il retrouve Mario Draghi, qui est maintenant directeur de la Banque centrale européenne. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur ce qu'a pu être le rôle qu'il a joué dans la position italienne sur le traité de Maastricht? Oui, la préparation du traité de Maastricht, qui est arrivé là pour les raisons qu'il serait trop long de rappeler, mais enfin qui venait après la chute du mur de Berlin, après une période difficile où les Allemands ont convaincu leurs partenaires que tout cela était éminemment souhaitable, non seulement sur le plan mégapolitique, mais également sur le plan de l'Europe. Et donc, il y a eu, entre-temps, la tragédie yougoslave, où les positions, par exemple, françaises et allemandes étaient très opposées en raison d'une sensibilité historique différente. Bref, Maastricht apparaissait à tous les partenaires comme un moyen de sortir de nos hésitations, de nos petites querelles ou de nos grandes querelles. Et donc, Maastricht était le but. Et dans Maastricht, il y avait deux aspects bien différents. D'une part, la monnaie unique, et d'autre part les questions de politique étrangère, dont on sait qu'elles ont donné lieu à un texte que je trouve vraiment presque ridicule, et qui n'a rien donné, bien sûr. Et donc on en revient à la monnaie unique, et là, il y avait une conviction qu'il fallait la faire. À Maastricht, cela a commencé par des discussions entre les leaders, mais on n'arrivait pas à conclure, et c'est là où Andreotti a dit il faut proposer une date ultime pour le faire, 1er janvier 1999, et cette idée lui avait été soufflée dans l'avion par Tommaso Padoa-Schioppa, qui, comme vous l'avez dit, faisait partie de l'équipe italienne. Et on retrouve là le souci d'un certain nombre de responsables italiens tout au long de cette période, qui était de rendre inéluctable le passage à la monnaie unique qui était tracé en quelque sorte par le rapport du comité de l'Europe. C'est ça, mais le président Andreotti avait présidé la communauté européenne en 1990, à l'un des semestres, et il l'avait fait avec beaucoup de maestria, puisqu'à ce moment-là, évidemment, l'hostilité de la Grande-Bretagne, les réserves du Danemark et d'autres pays montaient en force, et il avait malgré ça obtenu que des marches soient montées pour aboutir précisément à une conclusion à Maastricht. Mais il restait à trouver, faute d'aller plus loin, une date irréversible, et c'est Andreotti qui l'a proposée sur la suggestion de Tommaso. Où l'on retrouve justement la convergence dont vous parliez entre l'idéal fédéraliste d'un côté et le grand pragmatisme dont il faut faire preuve dans ce genre de négociations. Dans les années qui suivent, Tommaso Padoa-Schioppa deviendra membre du directoire de la Banque centrale européenne. Est-ce que vous êtes resté en contact avec lui? Oui, avec lui. Pendant cette période, un peu plus... Je n'étais plus président de la commission, mais enfin, nous avions l'occasion de nous rencontrer, et il m'expliquait les problèmes que posait le lancement, puis le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Nous nous trouvons ici dans les locaux de l'association Notre Europe que vous avez fondée, dont il a
à un moment assuré la présidence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont fait qu'il lui a été demandé d'exercer ce rôle militant une fois encore? C'est-à-dire, j'avais abandonné ce poste fin 2004. Je présidais le centre d'études pour les revenus et la cohésion sociale. Donc, je pensais qu'il fallait passer la main à Pascal Lamy d'abord, puis celui-ci ayant été nommé directeur de l'OMC, c'est à l'unanimité que l'on a demandé à Tommaso Padoa-Schioppa, qui en même temps était ministre des Finances, d'occuper ce rôle. Il l'a accepté courageusement alors que nous suivions avec passion son travail en Italie, qui n'était pas facile, et où il essayait de concilier la marche vers une rigueur, notamment budgétaire, avec les difficultés de la gestion d'une coalition qui était très difficile à gérer. Et le Premier ministre, le président du Conseil, on dit en Italie, M. Romano Prodi, passait ses dimanches à téléphoner à tel ou tel chef d'un groupuscule pour faire maintenir la cohésion. Et donc tout cela retombait sur celui qui gérait les comptes, bien sûr. Donc c'était un travail très difficile. J'ai été le voir. Il était toujours serein, soutenu d'ailleurs par des personnalités comme Ciampi, qui avait été à la fois gouverneur de la Banque centrale et président du Conseil. Et c'est à l'unanimité que le Conseil de notre Europe lui a demandé de faire ce travail. Et on peut dire que, grâce à lui, notre Europe a franchi une nouvelle étape. Une nouvelle étape d'une part, son influence, je dirais presque spirituelle et pas simplement intellectuelle, et deuxièmement, son combat lucide pour faire avancer les choses, en se basant à la fois sur le philosophe des institutions qu'il était, de la démocratie, et d'autre part, sa profonde connaissance des problèmes monétaires. Et en même temps qu'il faisait cela, après qu'il eut quitté le ministère des Finances, il était très demandé à l'étranger. Il a été à un moment d'ailleurs président du comité directeur du Fonds monétaire qui flanque les institutions du FMI. Bref, il avait un grand rayonnement international, mais on peut dire que l'équipe de notre Europe a été transcendée, le mot n'est pas trop fort, par sa présence lumineuse, sa disponibilité et la fermeté de ses convictions. Et chez lui, il y avait toujours ce combat entre sa fidélité au fédéralisme spinellien et d'autre côté la nécessité d'avancer. On retrouve aussi là sa conviction en la nécessité d'une action en réseau, en quelque sorte, qui réunisse les personnes qui, à différents niveaux, dans différents pays, partagent les mêmes convictions. Oui, c'est tout à fait juste. Et aussi, il gardait des liens avec les autorités européennes, que ce soit la Commission ou le Parlement. Par conséquent, il était admirablement placé et il le faisait à la fois tranquillement. On ne voyait jamais Tommaso affolé, pris par les échéants. Il était toujours d'une très grande sérénité. Et je crois que ceci, je le répète, a profondément bouleversé l'équipe de notre Europe. Et le conseil d'administration aussi. Bien, je vous remercie pour ce témoignage et pour votre disponibilité. Je vous en prie. J'étais très heureux de contribuer à cet effort de mémoire.